RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur l'antenne de RCN 90.7 et c'est le moment de retrouver notre émission bimensuelle Parole de paix. Parole de paix est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de débat au sujet des conflits, des guerres, et hélas, c'est pas ce qui manque, on voit bien en ce moment avec l'Ukraine, et des conditions de préservation de la paix. Cette émission est animée par un collectif d'associations et aujourd'hui nous avons dans le studio Stéphane Tabourin. Pour le MOC, oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Brigitte Jeannot. Bonjour. Pour le SAF. Pour le SAF et l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, voilà. La SPS. Très bien. Très bien. Et puis moi-même, Alain, qui représente l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité. Et aux manettes, notre technicien et animateur, Pierre. Bonjour Pierre. Alors, d'ailleurs, je voudrais peut-être, nous remercions Pierre et nous en profitons pour faire un petit coucou à Cyril qui se remet de son très grave accident de santé et qu'on espère revoir le plus vite possible. Ouais. Courage à toi. Voilà. Aujourd'hui, donc, l'association France-Palestine Solidarité vous propose une émission dont le thème sera « Libérer Salah Hamouri ». Alors, vous êtes très nombreux à connaître le nom de Salah Hamouri, mais je voudrais quand même repréciser un petit peu qui il est et pourquoi nous faisons une émission à son propos. Salah est un avocat franco-palestinien, habitant Jérusalem-Est, c'est-à-dire sa partie palestinienne. Salah fait l'objet d'un harcèlement continu de la part d'Israël. Déjà arrêté à 17 ans, il avait alors fait 7 ans de prison. En août 2017, il était de nouveau arrêté et aura fait 13 mois de prison, naturellement, sans s'être vu notifier la moindre justification. C'est ce qu'on appelle en Israël la détention administrative dont Israël use massivement à l'encontre des Palestiniens. L'enfermement est renouvelé de 6 mois en 6 mois, indéfiniment, dans l'arbitraire le plus total, puisque rien n'est signifié à celui qui est arrêté. À nouveau arrêté le 29 juin 2020, il avait alors fait 9 jours de prison. Et là, plus récemment, le 7 mars à l'aube, il y a donc quelques semaines, l'armée d'occupation israélienne a une fois de plus arrêté Salah Hamouri. Il a été conduit directement à la célèbre prison d'Ofer. Pourquoi cet acharnement à son égard ? Parce qu'il est palestinien déjà. Il est condamné à subir les lois discriminatoires édictées par Israël qui a instauré un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Ensuite, parce qu'il refuse de subir cette injustice. Comme toutes celles et ceux qui, comme lui, résistent, il est victime de l'arbitraire et de l'acharnement d'un pouvoir qui se croit et se sait tout permis. Les précédentes arrestations qu'il a subies, de même que les dernières mesures iniques d'Israël à son égard, avaient déjà suscité de vastes campagnes de soutien en France. Alors, au-delà de cet acharnement et de l'emprisonnement, une autre menace pèse sur Salah. Il lui est interdit de se déplacer hors de Jérusalem, privé de la possibilité de voir sa femme et ses enfants, privé du droit de se soigner, de pouvoir exercer son métier d'avocat auprès des prisonniers politiques palestiniens et maintenant menacé de révocation de son statut de résident à Jérusalem, autrement dit, menacé d'expulsion de sa ville, de son pays. Salah est par ailleurs citoyen français. Le gouvernement de notre pays doit exiger d'Israël le respect de ses droits et sa libération. Un comité pour sa libération a été mis en place, animant une campagne à laquelle participe activement, entre autres, l'AFPS. Alors, pour cette émission, nous avons invité l'épouse de Salah, Elsa Lefort, qui va pouvoir nous donner de ses nouvelles et avec laquelle nous allons échanger afin de contribuer à la mobilisation en faveur
de la libération de son mari, Salah. Bonjour Elsa. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors comment vas-tu d'abord ? Comment supportes-tu cette situation si lourde, privée de la présence de Salah et si loin de lui ? Malheureusement, ça fait 6 ans qu'on vit cette séparation forcée depuis le jour où j'ai été expulsée moi-même d'Israël. J'étais alors enceinte de 6 mois et après 3 jours en détention, j'ai été expulsée vers la France alors que j'avais un visa valable. Voilà, donc c'était bien sûr un moyen de plus de mettre la pression sur Salah et donc ça fait 6 ans que on vit à distance. Donc quand il n'est pas en détention, puisque tu l'as rappelé, Alain, il a été mis en détention plusieurs fois depuis ces 6 années, mais on se voyait régulièrement, donc seul lui pouvait venir ici, puisque moi j'ai toujours pas le droit d'aller là-bas. Ouais. Et voilà, donc là ça fait presque 1 an qu'on l'a pas vu, donc on tient parce que on n'a pas le choix, on tient parce que on sait que c'est un système qui touche des milliers de familles et qui est un acharnement qui ne se porte pas que contre nous, mais contre tout un peuple. Donc voilà, on n'a pas le choix que de tenir. D'accord. Eh bien, écoute, d'abord, on souhaite te dire qu'on est de tout cœur avec toi et avec Salah. Hein. Alors, comment va Salah ? Est-ce que tu as des nouvelles ? Est-ce que tu peux nous donner de ces nouvelles à nos auditeurs ? J'ai parlé de la prison d'Ofer, mais tu peux peut-être nous dire un peu où il est incarcéré, justement, et est-ce qu'il y a des possibilités qu'il soit libéré rapidement ? Alors, il est incarcéré dans la prison d'Ofer qui est située en Cisjordanie, à la limite entre la Cisjordanie et ce qui est appelé Israël. Son avocate l'a visité hier. Elle m'a dit que il allait bien, il a le moral comme toujours. Après, c'est vrai que il faut savoir que ce sont des prisons qui sont réservées aux prisonniers politiques palestiniens. Ils sont pas du tout mélangés avec des droits communs israéliens. Et du coup, ils s'organisent dans ces prisons pour transformer cette période pénible de l'enfermement en une période d'apprentissage, d'échange et de lutte politique, puisque il faut savoir que quasiment, dans toutes les familles, il y a des prisonniers, des futurs prisonniers ou des anciens prisonniers politiques et des prisonnières aussi. Faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes. Mais du coup, voilà, ils essayent d'en faire une force parce que voilà, c'est difficile d'être privé de liberté. Certains sont condamnés pour 10 ans, 20 ans. Certains sont condamnés à perpétuité, voire certains sont condamnés à plusieurs peines de perpétuité. Hein. Comme ça, c'est quasiment sûr que ceux-là ne sortent jamais. Et du coup, ils s'organisent, ils étudient, ils débattent. Voilà. Donc il y a une grande solidarité dans ces prisons. Donc c'est vrai que quand il y va, même si les conditions sont difficiles et notamment à Ofer, il fait assez froid la nuit. Voilà. Donc les conditions sont difficiles, mais ils ont le moral. Ils ont mené il y a 2 semaines une grève de la faim collective à Ofer pour dénoncer justement leurs conditions de détention. Ils dénonçaient notamment la piètre qualité et la trop petite quantité de nourriture qui leur était donnée. Ils dénonçaient l'état de délabrement des matelas, des couvertures, voilà, du matériel qui est mis à leur disposition. Et voilà, donc ils s'organisent aussi, même en prison, à faire comme ça des grèves de la faim pour dénoncer et pour améliorer leur quotidien. Oui, est-ce que alors c'est Stéphane Dumoc qui te parle. Oui, moi je voulais savoir quelles étaient les organisations politiques ou les ONG qui soutenaient Salah et qui protestaient contre son enfermement régulier. J'ai vu qu'Amnesty actuellement sur son site propose 2 actions pour soutenir pour la libération de Salah Hamouri. Est-ce qu'il y a
quelle est l'organisation autour de la défense de personnes telles que Salah, effectivement, qui sont un symbole important pour nous? Là, il y a pas mal d'organisations, effectivement. Amnesty, alors il faut savoir que Amnesty, dans son long rapport sur l'apartheid qui est sorti il y a quelques semaines, avait déjà consacré 2 pages sur le cas de Salah, parce que comme ils disent, il comptabilise un grand nombre de discriminations. Oui. Donc il est un peu le symbole de plusieurs de tout ce que Israël met en œuvre pour attaquer les Palestiniens, pour les décourager de vivre en Palestine et notamment à Jérusalem, et pour les pousser à l'exil. Donc il y a 2 pages qui étaient consacrées dans le rapport d'Amnesty. Donc effectivement, Amnesty. Peut-être juste, excuse-moi, c'est moi qui te coupe la parole. Peut-être juste pour après parler des autres organisations. C'est vrai que j'invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site d'Amnesty International. Donc je disais, il y a ils proposent 2 actions, notamment écrire sur Twitter et envoyer un courrier au ministre de la Défense israélien, mais également tu parlais du rapport d'Amnesty qui demande la fin de l'apartheid contre les Israéliens, et moi je voulais dire qu'il y a une pétition sur le site. Moi je le dis maintenant parce que elle est jusqu'au 1er mai. Donc c'est maintenant qu'il faut encore aller signer. Il y a des milliers de signatures. Ils aimeraient bien atteindre les 50 000. Ils sont pas loin des 50 000. Donc à vous d'aller, chers auditeurs, auditrices, allez sur le site d'Amnesty et Elsa. La FPS aussi propose des actions. La FPS, mais on ira tout à l'heure. On donnera aux auditeurs les possibilités d'aller protester, soutenir. Et voilà. Mais alors donc, Elsa, est-ce que tu peux continuer ton tour? Donc on a parlé d'Amnesty. Voilà, il y a Amnesty, il y a la LDH, la Ligue des droits de l'homme, la FIDH, la CAT, la FPS, comme ça a été cité, et d'autres, l'UJFP. J'ai peur d'en oublier, donc je vais peut-être pas prétendre faire une liste exhaustive des ONG. Il y a des partis politiques aussi qui se sont alors lesquels? Parce que en ce moment il est toujours intéressant de savoir qui se prononce pour ou contre telle situation de défense des droits humains. Alors après, il y a 2 positionnements. Il y a des positions de partis politiques, on va dire PCF, ELV, LFI, qui se sont positionnés. Après, il faut savoir que, et on s'en félicite, il faut savoir que parmi des élus ou des militants d'autres partis, il y en a aussi qui ont pris position. Moi, je pense à mon député qui est La République en marche et qui a fait des démarches dès qu'il a su que Salah avait été de nouveau arrêté, parce que au nom de la défense d'un Français qui est enfermé arbitrairement, au nom de la défense des droits humains, en fait, c'est pas un combat qui doit appartenir à la gauche plus qu'à la droite. Enfin, c'est en fait on devrait toutes et tous se sentir touchés par ce qui arrive à notre concitoyen Salah et plus globalement au peuple palestinien. Mais en l'occurrence, je pense que dans le passé, on a vu qu'il y avait eu des actions qui avaient été faites pour soutenir d'autres Français qui avaient été emprisonnés dans d'autres pays. Et là, ça faisait toujours l'unanimité. Il y avait pas de remise en question de la légitimité de est-ce que c'est une démocratie, pas une démocratie. Je veux dire, quand on enferme quelqu'un, donc la détention administrative, qui est donc un système qui permet d'enfermer sans charge ni jugement. Après, chacun est libre de penser qu'Israël est une démocratie, mais par contre, cette détention n'est pas démocratique, puisque elle est contraire aux droits humains. Elle permet pas la défense de la personne quand vous savez pas pourquoi vous êtes détenu, et surtout en réalité elle sert de véritables menaces sur tous les militants palestiniens, parce que du jour au lendemain vous avez rien fait, et comme ça arrivé le 7 mars pour Salah, mais comme c'était arrivé en 2017,
l'armée israélienne débarque chez vous, défonce votre porte et puis vous repartez et puis vous savez pas quand est-ce que vous allez revoir votre famille puisque donc là il a eu une première mise en détention de 3 mois, mais à l'issue des 3 mois cette détention peut être renouvelée sans qu'il y ait besoin de donner de motifs ni de preuves ni quoi. Donc en fait en 2017 il a passé comme ça 13 mois en détention administrative. Il y a des gens qui passent des années comme ça et en fait cette perspective, enfin l'absence plutôt de perspective de libération est une véritable torture aussi bien pour les détenus mais aussi pour leurs familles parce que quand vous pouvez vous projeter en vous disant bon c'est injuste, mais au moins tel jour je serai libre et je pourrai reprendre mes enfants dans mes bras. Ça vous donne un but, mais quand vous espérez que peut-être ce jour-là ça aura lieu et puis que votre espoir il est brisé sur simple ordre militaire. C'est difficile pour le détenu et pour ses proches à l'extérieur parce que vous êtes dans une instabilité, vous savez pas quand ce cauchemar se termine en fait. Alors il y a Brigitte justement du syndicat des avocats de France qui veut te bonjour. Bonjour Elsa et vraiment tous nos vœux de libération déjà pour Salah et bon courage à vous vraiment pour le sort injuste qui vous est réservé à tous les deux depuis tant d'années. Le SAF est déjà intervenu à plusieurs reprises en 2017 par une lettre ouverte, en 2020 par un communiqué de presse. Et je pense que dans les prochains jours, un nouveau communiqué de presse va intervenir. J'en avais parlé à la présidente du SAF lors du dernier congrès, puisque donc Salah était sous le coup d'une mesure d'expulsion parfaitement inique, et là il y a maintenant cet emprisonnement, cette détention administrative que vous venez de décrire, qui est totalement antidémocratique comme vous l'indiquiez. Donc on va pas lâcher et le syndicat des avocats de France ne va pas le lâcher. Il y a 2 confrères, je pense que vous êtes en lien avec eux, du SAF, qui connaissent bien sa situation et qui pourront aussi la présenter auprès du SAF. Alors je voulais revenir sur les conditions de détention. En fait, les prisonniers qui sont en détention administrative sont dans la même prison que des Palestiniens qui sont condamnés. Comment ça se passe? Non, hein. Oui. Si, ça, il y a pas de différence. Il y a des quartiers séparés, par contre, non, c'est ça? Non, pour les prisonniers politiques. En fait, non, il n'y a que des prisonniers politiques dans cette prison. Ah, oui, d'accord. Non, il n'y a pas de distinction entre ceux qui sont condamnés. Ils sont mis ensemble. C'est plus l'organisation est plus par affinité, on va dire politique, puisque ils sont tous ont leur Israël leur colle à tous une étiquette, un label, même si ils n'ont aucune preuve que telle ou telle personne soit de telle ou telle partie. En tout cas, l'organisation des cellules se fait par, on va dire, affinité politique plus que par type de peine. Voilà. Affinité politique supposée d'ailleurs. Oui, supposée, oui, parce que c'est le label qui est collé et faut savoir que la plupart des partis politiques palestiniens sont classés organisations terroristes par Israël, et donc le simple fait d'appartenir à une organisation, un parti politique, peut vous conduire en détention. Du coup, il faut s'imaginer que c'est pas du tout comme en France, et que les partis politiques n'ont pas des membres qui cotisent et qui défiscalisent leurs cotisations comme on peut l'avoir en France. Voilà, c'est pas du tout comme ça, puisque juste le fait d'être affilié à un parti politique peut vous mener en détention. Donc il y a vraiment aucune preuve que quelqu'un fait partie d'un parti politique, comme l'affirme Israël, et donc les gens sont condamnés sur des affirmations qui n'ont aucune justification. Et finalement, ça entraîne un régime carcéral différent, avec des droits concrets différents.
ou ils sont simplement mis dans des cellules différentes? Non, ils sont. Après, c'est plus une question d'organisation interne en fait. Bien par exemple, les gens qui sont soi-disant affiliés au Hamas, par exemple, vont peut-être organiser plus leur quotidien autour de textes religieux, on va dire. Ceux qui sont plus affiliés à des partis de gauche vont lire des auteurs. Enfin, c'est plus sur le contenu de leurs études et leur organisation interne à eux que l'organisation se fait, quoi. Mais après, alors c'est pas toutes les prisons, mais quand il y a des possibilités de sortir dans la cour, ils sont mélangés. Il y a pas de souci. Souvent, Salah dit souvent que c'est dans les prisons on peut mesurer la véritable unité du peuple palestinien, parce que géographiquement, par exemple, les prisons, c'est le seul endroit où un Gazaoui, un Palestinien de Jérusalem, un Palestinien de Cisjordanie et un Palestinien de 48 peuvent se retrouver. Voilà, c'est vraiment. C'est le seul lieu de l'unité palestinienne, alors, de l'unité du peuple palestinien, hein. C'est ça, c'est le seul endroit où vraiment déjà géographiquement ils se rencontrent, et puis où certes il y a des différences politiques entre les uns et les autres, mais ils sont tous dans la même galère, donc au final, enfin c'est pas les débats volent plus haut que les débats qu'on peut voir actuellement en France, par exemple. Bien sûr. Et comment réagissent les autorités palestiniennes? Est-ce qu'elles protestent auprès d'Israël? Et ensuite, ma question sera la même pour l'État français. On va y venir après sur l'État français. Une protestation. Ouais. Est-ce qu'il y a des visites du consul général à Jérusalem? Les autorités palestiniennes, je crois qu'il faudrait une émission entière à leur, j'allais dire à leur action ou à leur inaction ou à leur complaisance avec l'occupant. Enfin, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pas vraiment très glorieux ce qui est fait. Enfin, est-ce qu'ils protestent? Pas vraiment. Il y a même des accords sécuritaires qui conduisent les autorités palestiniennes et qui ont conduit les autorités palestiniennes à arrêter certains Palestiniens et à les livrer à Israël. Donc voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de revendicatif, bien au contraire. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ce sujet. Et les autorités françaises, alors? Oui. Alors, concernant les autorités françaises, donc du coup, comme vous l'avez dit, Salah est citoyen français, sa maman est française. Alors, bien sûr, nous, on les a sollicités. Pour le moment, il a reçu une visite consulaire. Le premier mois, il avait reçu une visite consulaire qui s'est déroulée. Il y a eu un incident parce que logiquement, les visites consulaires doivent avoir lieu dans une salle où les diplomates peuvent avoir accès directement aux prisonniers, le toucher, voilà. Et ceci a été refusé. Habituellement, c'est comme ça, c'est dans une salle et tout va bien. Ça a été refusé, donc ils ont pu le visiter derrière au parloir. Donc les parloirs, tous les parloirs pour les familles se déroulent derrière une vitre par le biais de téléphones. Des téléphones qui sont écoutés bien sûr, mais du coup sans contact, et donc la visite a eu lieu de cette façon. Le motif invoqué c'est par raison de sécurité. Alors c'est ce qui est scandaleux parce que à quel moment on peut imaginer que il y aurait un danger que des diplomates français soient dans la même pièce que Salah. Enfin voilà, Salah c'est un avocat, c'est un père de famille, c'est tous ceux qui l'ont rencontré peuvent témoigner de sa douceur et voilà, enfin il y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc voilà, donc ils essayent toujours aussi de criminaliser et de rendre de faire peur. Donc cette visite s'est déroulée derrière une vitre. Alors Salah et ses avocats
ont signalé que a priori maintenant ils accepteraient plus, Salah n'accepterait plus ce genre de visite, parce que et le consul n'a pas réagi parce que c'est scandaleux. Enfin, il y a eu sur le coup a priori non, et après coup donc apparemment je sais pas comment dans le langage diplomatique, mais un signalement d'incident qui a été fait. Voilà, parce que effectivement c'est pas normal déjà que cette visite consulaire a eu lieu 14 jours après son arrestation, donc pendant 14 jours concrètement la France n'a pas bougé, quoi, elle ne s'est pas manifestée. Ils avaient fait une demande, ils ont attendu 14 jours, mais concrètement on sait très bien qu'en Israël il y a notamment des entretiens, des interrogatoires parfois violents. Si vous voulez, la visite consulaire sert avant tout à vérifier l'intégrité du détenu, savoir si tout va bien, etc. C'est vraiment quelque chose de très basique, quoi. Tout à fait. Est-ce que l'ensemble de ses droits sont respectés? Est-ce qu'il a pu appeler un avocat, etc., etc. Et si la France attend 14 jours pour avoir accès à un Français qui est détenu, pendant 14 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour ce Français? Il aurait pu être violenté, etc. Donc voilà, pour le moment, on en est là. En France, moi, je suis en lien avec l'Élysée, le MAE. Alors, on nous dit le que ministère des Affaires étrangères, non, je précise pour nos auditeurs. Oui, pardon. On nous dit que des démarches sont faites. Alors, nous, on veut bien le croire, mais la seule déclaration publique du ministère des Affaires étrangères, c'était lors d'un point presse dans lequel ils disent être pleinement mobilisés, mais ils n'évoquent pas du tout le fait d'exiger cette libération. Ils demandent des explications. Alors nous, c'est bien clair, on ne veut pas d'explication, on sait pourquoi il est en détention. C'est un harcèlement qui dure depuis 20 ans, dont le but est de le pousser à quitter sa terre natale. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. À chaque fois qu'il a été en détention, etc., les Français ont demandé des explications. Ils n'ont jamais eu de rien. Moi-même, quand j'ai été expulsée, ils avaient demandé des explications parce que j'ai été expulsée et interdite des territoires au motif que je serais un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Enfin, faut imaginer. Oui, moi je te connais, tu es effectivement un danger grave. Voilà, dangereuse terroriste. Voilà, mais du coup, les autorités françaises ont bien sûr demandé. Moi, nous-mêmes, on a dit, mais demandez-leur en fait, demandez-leur des preuves de ma dangerosité. Demandez-leur. Vous avez des accords sécuritaires avec Israël, demandez-leur, parce que si je suis un danger en Israël, pourquoi est-ce que je serais pas un danger en France? Mais demandez-leur. Bien sûr, ils ont fait la demande et rien ne leur a été répondu, puisqu'il y a bien sûr aucun danger. Donc voilà, c'est là, donc dans les prises de position officielles qui ont été publiées, le mot libération n'apparaît pas. Et ils demandent que je puisse leur rendre visite avec mes enfants, alors que il y a quelques années, la France disait officiellement qu'il demandait que je puisse aller vivre avec mon mari et mes enfants, puis que nous puissions être réunis à Jérusalem. Et la France disait que la détention administrative était une détention arbitraire, etc. Donc là, on est face à une France qui fait marche arrière, une diplomatie qui fait marche arrière. Et quand on voit les dernières déclarations de Castex, Macron concernant la Palestine ou au repas du CRIF par exemple. Exactement. Les dissolutions des deux collectifs de défense du peuple palestinien, dont le collectif Palestine vaincra qui est accusé d'antisémitisme, mais c'est une insulte, enfin pour ce collectif qui n'a rien d'antisémite et qui est juste là pour défendre le peuple palestinien et ses droits. Donc voilà, il n'y a pas de. Enfin, le fait que tout ça arrive en même temps est assez assez effrayant, parce que voilà, ça nous rassure pas sur le fait que la diplomatie française se saisisse réellement de ce dossier et se batte vigoureusement pour que il soit libéré, et deux, surtout l'enjeu qu'Alain
rappelait tout à l'heure, c'est qu'il soit pas expulsé, parce que c'est ça le véritable enjeu. S'il est expulsé définitivement de sa terre et contraint à l'exil, ce serait une injustice horrible qui pourrait, le pire qui pourrait lui arriver. Alors Elsa, on va faire une petite pause musicale avant de revenir après. Je voudrais bien que tu nous parles du statut de résident à Jérusalem-Est, parce que après la musique, parce que c'est pas toujours forcément très simple pour tout le monde de comprendre cette situation particulière. Alors, je t'avais demandé de faire un choix de pause musicale, donc voilà, qu'as-tu choisi ? Alors j'ai choisi Mon printemps, ma liberté de HK et les Saltimbanques avec Swad Massi, qui est une chanson que j'adore, mais que Salah aussi adore, et dans le contexte actuel de sa détention, je pense elle a toute sa symbolique. Tout à fait. Et puis on lui dédie la chanson donc. Vous écoutez Parole de paix sur RCN 90.7. Dans cette émission, l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, qui fait partie du collectif qui anime cette émission, nous a proposé de parler de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, emprisonné arbitrairement, et nous sommes avec sa conjointe au téléphone. Donc si vous voulez réécouter l'émission, si vous arrivez seulement maintenant, vous pouvez la réécouter avoir le podcast sur le site de RCN, sur rcn-radio.org, à la rubrique Parole de paix. Et également, on peut retrouver nos émissions Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN en allant sur YouTube, RCN Radio Nancy. Et donc, et on est diffusé un jeudi sur 2 à 11h. Super, voilà. Bon. Elsa, je voudrais que tu nous expliques un petit peu le statut particulier de Salah et des Palestiniens résidents de Jérusalem-Est, parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Tout à l'heure, on disait que les Palestiniens, Salah disait que les Palestiniens se retrouvaient géographiquement dans la cour de la prison, parce qu'en fait, ils sont très très explosés géographiquement, parce qu'il y a les Palestiniens de Gaza qui ont un statut particulier, eux ils sont dans une grande prison. Il y a les Palestiniens réfugiés de 48 qui sont soit au Liban, soit en Syrie, soit en Jordanie, soit en Cisjordanie. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie, il y a les Palestiniens d'Israël et il y a les Palestiniens de Jérusalem-Est. Alors Salah est un peu le symbole du combat des Palestiniens de Jérusalem qui résistent à cette stratégie que nombre de défenseurs des libertés pointent comme un nettoyage ethnique de Jérusalem. Donc quel est ce statut particulier ? Alors les Palestiniens de Jérusalem n'ont pas de passeport israélien et n'ont pas de passeport palestinien. Ils ont une carte de résident permanent qui est remis par les autorités israéliennes, mais qui est remis sous de nombreuses conditions. Donc il faut chaque année prouver que ce qu'ils appellent votre centre de vie est à Jérusalem. Donc vous avez un loyer, que vous payez des taxes, que vos enfants vont à l'école, à Jérusalem, bien sûr, tout ça c'est à Jérusalem, tout un tas de choses qui sont devenues, ça a l'air d'être rien comme ça, mais c'est devenu de plus en plus difficile pour eux d'habiter à Jérusalem, puisque les taxes sont augmentées. Dans les quartiers palestiniens, il est très très difficile d'obtenir des permis de construire. Quand la famille s'agrandit, faire un étage de plus sur le bâtiment familial, tout ça c'est quasiment impossible. Donc ça pousse les familles à partir, aussi bien les taxes. Faut savoir que les taxes augmentent, mais que les services publics dans les quartiers palestiniens ne sont pas les mêmes que ceux dans les quartiers israéliens. Donc c'est vraiment laissé à l'abandon et par contre vous payez les taxes. Mais il faut que chaque année ils prouvent tout ça pour garder cette carte.
Il y a, si vous partez plus de 7 ans de Jérusalem, vous perdez votre statut de résident. Si vous partez pour étudier à l'étranger, etc., il faut vraiment bien justifier parce que le risque existe. Donc de perdre ce statut. Le but étant, bien sûr, de vider Jérusalem parce qu'il y a cette symbolique pour les Israéliens prétendent que ce serait leur capitale. Du coup, il y a un but symbolique de vider Jérusalem de ses habitants palestiniens pour avoir une majorité d'habitants juifs israéliens. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, vous avez sûrement entendu parler de Cherchara, qui est un quartier dans lequel il y a des familles qui sont contraintes soit de démolir leur maison, soit qui en sont chassées, qui sont harcelées par des groupes de colons hargneux, voilà, qui se postent, qui mettent par exemple des tentes devant la maison, qui font des fêtes pendant des jours, des mois, etc. Enfin, qui rendent en fait la vie de ces familles horrible et qui contraignent surtout ces familles à ne jamais quitter leur maison. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison? Parce que le risque, c'est que s'il y a personne, quand ils rentrent, la maison a été investie par des colons, voilà, comme à Hébron, et bien sûr, bien souvent protégés par l'armée israélienne. Donc voilà, c'est vrai qu'à Jérusalem, il y a des points de tension particuliers et cet enjeu de pousser les gens à partir est très présent. Alors on peut parler aussi d'un autre, parce qu'on parlait des différents statuts des Palestiniens. Il faut savoir que par exemple, si un Palestinien ou une Palestinienne de Jérusalem veut se marier avec un Palestinien ou une Palestinienne de Cisjordanie, il n'y a aucune chance pour qu'ils puissent vivre ensemble à Jérusalem. Ah, d'accord. Donc, parce que le Palestinien de Cisjordanie n'obtiendra pas ce droit-là. Donc, il obtiendra même peut-être pas le droit de visiter Jérusalem, sans parler du droit d'y vivre, mais voilà, parce qu'il y a un mur entre les deux. Et du coup, ça pousse. Enfin, il faut imaginer que ce genre de politique, elle contraigne même certaines personnes à se dire que pour ces raisons politiques et d'occupation, se marier avec quelqu'un qui a pas le même statut que soi, ça va entraîner d'énormes galères. Et donc, il y a des gens qui se résignent à ne pas épouser quelqu'un qui a un autre statut, à ne pas épouser un Palestinien de Cisjordanie, un ou une étrangère. Alors voilà, c'est aussi des galères parce que c'est pareil, pour obtenir le droit d'y vivre. Moi j'ai été expulsée, mais je connais, on est de nombreuses Françaises aussi à être mariées à des Palestiniens et elles galèrent toutes pour avoir le droit de vivre là-bas. Il y en a beaucoup qui finissent par partir. Pour celles qui sont mariées à des Palestiniens de Jérusalem, cet enjeu là d'être jérusalémite et comment dire. Pour les enfants mixtes, on va dire, donc qui auraient une mère française et un père de Jérusalem, même ceux qui sont nés à Jérusalem, on leur refuse le droit d'être inscrits. Donc ces enfants n'ont pas d'existence légale là-bas, au motif que ils n'ont pas besoin d'être inscrits puisqu'ils ont une nationalité, ils sont français. Mais du coup, ça réduit le nombre de Palestiniens qui sont comptabilisés en tant que Palestiniens de Jérusalem, quoi. Eh oui. Elsa, pour nos auditeurs, pour bien préciser les choses, pourtant le statut de Jérusalem est assez clair, fait l'objet d'accords internationaux. Donc il y a là des accords internationaux qui sont foulés aux pieds par Israël avec la complaisance des grands États, dont la France. Comme d'autres, ouais. Parce que normalement le statut de Jérusalem Est et Ouest a été défini par des accords. Oui, après le statut des Palestiniens de Jérusalem est aussi, précisé dans les accords d'Oslo. Oui, c'est ça, signés par les Palestiniens. Mais du coup, le fait qu'ils soient sous juridiction, on va dire israélienne, fait partie de ces accords. Donc là, pour le coup, il y a aussi des responsabilités dans ceux qui ont signé ces accords. Mais tout à fait. Par contre, le fait
le fait de garantir à quelqu'un qui est né dans son pays, sur sa terre natale, de pouvoir y vivre, ça c'est régi par des accords internationaux effectivement. Et concrètement, si demain la révocation du titre de résident de Salah est validée, et Salah du coup ne serait plus que français. Alors lui, il a de la chance parce qu'il a une nationalité. Enfin, je sais pas si du coup c'est une chance ou pas, mais pour d'autres, ça crée des apatrides, quoi. Ouais. Il faut bien que les auditeurs comprennent que si Salah est particulièrement ciblé, c'est parce que il est le défenseur des droits des Palestiniens, qu'il s'oppose à cette politique d'apartheid, totalement unique. Et son téléphone a d'ailleurs été infecté par Pegasus, raison pour laquelle il a déposé plainte par l'intermédiaire de la FIDH et la Ligue des droits de l'homme le 5 avril. Et 2 jours plus tard, il est emprisonné. Donc il subit une pression absolument maximum, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans des conditions absolument inacceptables. Bon courage à vous, Elsa. Merci d'avoir témoigné, parce que vraiment, et je crois qu'on pourra recommencer cette émission, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce statut absolument incroyable qui est donc réservé aux habitants de Jérusalem. Et merci pour ce témoignage. Alors Elsa, on va arriver donc à la fin de notre émission, mais moi, avant toute chose, je voulais peut-être redonner à nos auditeurs la possibilité de pouvoir intervenir pour la libération de Salah. Alors, il y a un comité pour la libération de Salah. Je vous donne les coordonnées, c'est pas compliqué, vous allez sur internet, c'est tout attaché, Liberté pour Salah. Salah, c'est SALAH @gmail.com. Et vous pouvez également le faire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur le site de la FPS pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, n'hésitez pas, intervenez auprès du gouvernement français. Il est totalement scandaleux que la France n'intervienne pas, que la France laisse faire Israël dans tous les domaines, mais là encore pire, puisqu'il s'agit d'un de ses concitoyens. Vous verrez, c'est assez facile. Il y a un modèle de message à envoyer au ministère des Affaires étrangères, à la présidence de la République, pour faire pression, pour obtenir la libération de Salah Hamouri. Merci Elsa. Merci encore, Elsa. Bon courage. Bon courage. On t'embrasse et transmet notre soutien également à Salah. Merci à vous, merci pour le soutien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être que après ces moments un peu d'émotion, mais vous avez peut-être quelques brèves. Moi, j'en ai une qui a trait à la Palestine, mais je vais vous laisser la parole d'abord, peut-être, pour changer de sujet. Mais hélas, pas forcément des sujets toujours gays. Oui, mais c'est vrai que c'est pas facile de faire une transition. Alors moi, je voulais vous parler une fois de plus du traité d'interdiction des armes nucléaires, parce que il y a une pétition. En juillet prochain, le 21-23 juillet à Vienne, aura lieu la première réunion. Alors donc, je reviens un petit peu en arrière. Le 21 janvier 2021 est entré en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires à l'ONU, le TIAN. Donc, depuis cette date-là, les armes nucléaires sont interdites pour l'ONU. Bien sûr, les détenteurs d'armes nucléaires comme la France refusent ce traité. Ou Israël, parce Israël, excuse-moi de te couper, mais on en parle strictement jamais. Mais Israël est un des pays qui possède l'arme nucléaire. Ah oui, de façon, elle aussi illégale. Voilà. Et donc, en juillet prochain, il y a une conférence internationale à Vienne pour faire le point sur ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et la France refuse aussi même d'y aller, même comme observatrice. Alors, il y a une pétition qui est en ligne sur le site de ICAN France, ICANFrance.org, et il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont signé. Donc, j'invite les auditrices, les auditeurs de soutenir cette campagne et d'aller signer la pétition pour que la France participe à la première réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, même en tant qu'observateur, mais ne joue pas toujours la politique de la chose vide, ce qu'elle a fait sur ce dossier-là depuis un moment
gouvernement. Et je termine en disant que localement, il y a un collectif qui s'appelle le collectif des armements nucléaires 54, le CDN 54, et qui regroupe 13 organisations. On peut les joindre à cdn54@oubaton.org. Ce collectif qui demande l'interdiction des armes nucléaires aussi par la France, était présente le 25 mars dernier à la manifestation climat, était présente le 9 avril à la marche pour le futur, qui a aussi lieu à Nancy, et sera aussi présente le 1er mai prochain. Donc voilà pour l'actualité autour des armes nucléaires. Et on voit comment c'est important avec le danger que représente le conflit en Ukraine. Ouais, les armes nucléaires n'apportent pas la sécurité, mais un danger supplémentaire pour la fin de notre planète. Absolument. Paul Quiles nous l'avait rappelé d'ailleurs au cours d'une émission. Les auditrices et les auditeurs peuvent se reporter à cette émission vraiment intéressante. Alors moi je voulais parler du Sahara occidental, dont on parle de manière un petit peu régulière dans les médias. Le problème c'est que les tenants et les aboutissants ne sont pas souvent remis en perspective. Mais je voulais revenir sur le fait que le gouvernement espagnol, en tout cas le président du gouvernement espagnol, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a renoué avec le Maroc après un an de brouille, en foulant aux pieds, on peut pas dire les choses autrement, les droits du peuple sahraoui, en estimant que la solution proposée par Rabat d'une autonomie était satisfaisante. C'est un nouveau coup de poignard dans le dos du peuple sahraoui, totalement inacceptable, qui provoque une levée de boucliers en Espagne, puisque les forces politiques de coalition de Pedro Sánchez n'étaient pas informées de ce revirement de position, sont tout à fait contre, notamment Podemos et Vent debout. La population également. Il y a eu des manifestations dans la rue, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que en tant que ancienne colonie espagnole, le peuple espagnol s'intéresse à cette question, ce qui n'est pas le cas en France. C'est donc une question politique sensible. Et là, vraiment, c'est une trahison non seulement pour les Espagnols, mais également pour les Sahraouis, qui, une fois de plus, sont abandonnés. Ils ont été abandonnés en 75 par l'Espagne, et là, ils sont de nouveau abandonnés. Alors le Polisario a annoncé il y a quelques jours qu'il rompait tout lien avec le gouvernement espagnol en signe de protestation. On fera prochainement une émission sur le Sahara occidental, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une rupture du cessez-le-feu. La MINURSO va de nouveau être bien sûr renouvelée avec une mission nouvelle. Et il y a une pression qui est mise sur l'ONU pour que enfin les droits de l'homme soient dans le monitoring de la MINURSO. On expliquera tout ça au cours d'une prochaine émission. Et je voulais réagir à chaud sur l'interpellation musclée de Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du DAL. C'est absolument scandaleux. Scandaleux. On a découvert des images sur Twitter. Une violence policière totalement disproportionnée et scandaleuse. Jean-Baptiste Ayrault est à terre avec des policiers autour de lui. Ça nous rappelle malheureusement des images tristement célèbres. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était une manifestation qui était autorisée, non seulement déclarée, mais autorisée, qu'on a affaire à une personne bien connue des militants qui défend de manière tout à fait pacifique. Et qui travaille avec les préfectures et les autorités nationales en matière de logement. Oui, pour le droit du logement des plus démunis. Oui. Et depuis un mois, ils font des manifestations pour attirer l'attention des autorités sur le mal
mal logement. Macron nous annonçait en début de mandat qu'il ne voulait voir personne à la rue, et à la fin de son mandat, on peut s'apercevoir que sur ce point, c'est un échec absolument cuisant. Alors, vraiment, on comprend pas. On est choqué. Et on est choqué. Et c'est vrai que c'est vraiment de mauvais augure pour les 5 années à venir, parce que dès la fin du premier tour, hein, on est après le premier tour des élections, les policiers savent que ils peuvent à nouveau se lâcher, ou en tout cas les autorités repartent sur la violence. Il ne reste plus que quelques instants. Je voulais dire un mot, puisque en même temps, en ce moment, on est de tout cœur avec et solidaire du peuple ukrainien, victime de la barbarie de Poutine. On est solidaire de toutes ces victimes innocentes, enfants, femmes, personnes âgées, et la multiplication, on signale la multiplication des crimes de guerre. Tout à fait. Amnesty aussi. Voilà. Mais à cette occasion, je voulais dire la chose suivante au nom de France-Palestine Solidarité, c'est que défendre l'intégralité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de l'Ukraine, objectif annoncé et soutenu par les États-Unis, par l'Union européenne, la France, par Israël, dans la condamnation de cette guerre déclenchée par la Russie. Ok. Mais alors, pourquoi ces États n'appliquent-ils pas le même principe à la Palestine et aux Palestiniens? Tout à fait. Ça fait 74 ans que cette situation dure, que cette terre est occupée par Israël, que on en a parlé longuement dans l'émission. Les violences des colons se multiplient en Cisjordanie, qu'il y a un blocus criminel de Gaza, un apartheid généralisé. Alors, faut savoir quoi. Y a-t-il 2 poids 2 mesures en matière de droits humains, en matière de droits des peuples à leur autodétermination? Et nous, on réclame que on ait la même vigueur dans la condamnation. Et je voudrais rappeler que Israël est en ce moment sous enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, et cela, on n'en parle pas. Et donc voilà, je voulais le souligner avant la fin de notre émission. On pourrait dire la même chose pour le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination. Oui. D'accord. Merci. Voilà. Et ben écoutez, l'émission se termine. Et ben à la prochaine. Merci à notre technicien. Merci à tous. Merci Pierre. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org